en fait. Pensez-vous que le numérique soit entré chez vous, et si oui, dans quelle proportion? Je te repasse la parole. F5AGQ, F4IAX. F5 Alpha Golf Québec, oui, je pense que le numérique est rentré dans les maisons entre la télévision, l'ordinateur, la radio, bien sûr, le téléphone, je pense qu'il y a plein d'autres trucs, et le micro est F8 BMQ pour le QSO, 5AGQ. Oui, ok, Pierre, 5AGQ, le groupe 8 BMQ. Ouais, effectivement, le numérique, oui, tout à fait, il est bien rentré chez nous, hein. Il est partout, que ce soit la télévision, l'ordinateur, enfin je ne vais pas rappeler ce que vient de dire Pierre, mais c'est vrai qu'on ne peut pas y échapper, je pense. 5AGQ, le groupe 8 BMQ. Ok, rien à dire, F8 à Châtelet, l'ami Jean. Oui, 8 à Châtelet de retour. Déjà 73 à tous. Le numérique est-il rentré à la maison? Évidemment, il est rentré à la maison. Bon, vous avez déjà tout énuméré là. Le plus flagrant pour moi, ça a été la TNT, hein, la télé numérique, plus après l'appareil photo. L'appareil photo, hein, on est passé de l'argentique au numérique, et ça a été une vraie révolution, hein, pour les photos. Voilà. Avant, on s'appliquait à faire une photo, maintenant on en fait 500, et puis après on n'a même pas le temps de les regarder. Ensuite, je sais pas si quand IAX pensait à ça, il peut-être aux liaisons radioamateurs et au numérique au niveau radioamateur. Je repasse le micro, Jean-François, 4IAX, 8 à Châtelet. F4 API. Pierre, tu as F4 API. Oui, je ne le reçois pas, moi, Pierre. Je ne le reçois pas du tout, il est dans le brouillard, là. Ok, F4IAX qui reprend. Donc, Pierre, tu as F4 API qui s'est signalé. Donc, tu peux le marquer dans ton log. Ok, donc bon, vous êtes tous convaincus que le numérique est bien dans la maison, et c'est vraiment le cas. Je vais reprendre un peu l'histoire de cette installation qui est arrivée petit à petit, bon, qui est quand même, disons, contemporaine, hein, mais il faut quand même remonter à 1642 pour voir la première machine à calculer mécanique. Donc c'est pas si jeune que ça, hein, c'était Blaise Pascal. Une petite particularité aussi, une petite anecdote, 1945, le premier ordinateur électronique, c'était l'ENIAC, un monstre. Les militaires en fait calculent des trajectoires balistiques en fonction de tout un tas de paramètres, et si ça devait se faire en temps réel, c'est des salles de personnes qui calculaient à la main. Et en 1945, ils ont mis en place le premier ordinateur électronique. Il y avait des trucs électromécaniques, mais là c'est le premier ordinateur électronique qui était colossal. 18 000 tubes, 7 000 diodes à pointe, 1500 relais, 5 millions de soudures, faites à la main bien entendu. Hein. Il occupait une surface de 170 mètres carrés, une masse de 30 tonnes et une puissance pour le faire fonctionner de 170 kW. Voyez l'outil, la puissance de calcul extraordinaire. 4 opérations, ce que fait une machine à calculer d'aujourd'hui, là les petites 4 opérations, sauf qu'elles tiennent dans la main et qu'elles valent une dizaine d'euros. Là, il y avait en permanence 2 techniciens, 2 ingénieurs pour la programmer. Enfin, c'était vraiment marrant. Et une petite anecdote sur le bug. En fait, sur les 18 000 tubes, il y avait toujours forcément un insecte qui se basaladait par là et qui allait se poser dessus. En se posant sur un tube, il créait un point froid et l'ampoule de verre pouvait éclater. Et en fait, l'ordinateur tombait en panne et on a appelé ça un bug, parce que bug, c'est petit insecte en anglais. Pour la petite histoire, il y avait en gros 2 pannes par jour, 1 à 2 pannes par jour, ce qui est très peu en fait. Quand on regarde le nombre de composants là-dedans, c'était relativement fiable. Mais enfin, bon, c'est vrai que quand il y a 18 000 tubes, la probabilité pour qu'un lâche était pas nulle.
Donc voilà pour un peu les anecdotes. On va revenir un peu plus tard maintenant dans le siècle précédent quand même, 1958. En fait, là, les ordinateurs commencent à se multiplier et la question de les relier ensemble se pose. C'est bien d'avoir la puissance de calcul et tout, mais bon, c'est encore mieux de pouvoir calculer. Et donc ce sera en 58 le premier modulateur des modulateurs qui va permettre de faire une liaison numérique, généralement par le biais d'une ligne téléphonique. L'intérêt étant que les lignes téléphoniques étant disponibles, il n'y a pas de coût pour les mettre en place et les utiliser. Plus proche de nous, qui correspond quand même un peu à mon vécu. Moi, les ordinateurs individuels, c'est les années 70, plutôt la fin, mais enfin, ils sont apparus pendant la fin des années 70. On parlait de Commodore, de Sinclair, de TRS-80, enfin, de trucs comme ça. La date de 1981, en fait, aura vu la naissance du PC, tel qu'on l'appelle maintenant. Bon, il n'avait rien à voir, hein. C'était un outil qui était fort cher, 1500 €, en gros, la config d'entrée de gamme, avec un processeur qui est tourné à 1 MHz, aujourd'hui on est à plusieurs gigas, sans disque dur, parce qu'un disque dur à cette époque-là, ça faisait 5 ou 10 mégas pour les plus gros, et avec un prix d'en gros 1500 €. Mais juste un lecteur de disquette, pour une capacité de 160 kg, la misère, vraiment. Mais bon, à l'époque, c'était pas si mal que ça. Système d'exploitation, vous connaissez, ça a été MS-DOS et puis Windows à partir de 90. Je rends la parole à Pierre pour voir si tout se passe bien. Le blanc est resté blanc. Ok, bien, merci pour toutes les infos. C'est vrai que ça fait des rappels en mémoire. Je me rappelle quand j'ai été muté d'outre-mer dans les années 84, donc il y avait des PC effectivement qui travaillaient sur disquette et c'était assez fabuleux à Chi. Il y a eu des disquettes donc 1 pouce, je sais plus combien là. Après on a eu les 1 pouce 4, donc c'était pas mal. Ouais, c'était c'était assez particulier. Après on a eu 3.1, etc. Bon, F4 API, je suis désolé, hein, mais Guy, je ne t'ai pas entendu. Alors peut-être que ça va mieux passer. Bon, dans le QSO, il y a 4 IAX, l'intervenant du jour, 8 BMQ que j'ai bien entendu au dernier passage, F4 IAY 59+, F8 HT 59+ également. Je vais essayer de repasser le micro à F4 API et après on va refaire un tour complet. Ça que j'ai. Oui, j'arrive à te recevoir là, en ayant un petit peu tous les réglages, ma foi tu sors correctement. Mais c'est bizarre pourquoi faire, il y a un trou de propagation aujourd'hui absolument étonnant, je ne sais pas à quoi c'est dû, c'est comme ça. Faut faire avec. Voilà, je te repasse le micro Pierre, ici F4 API, je ne sais pas ce que tu m'auras reçu ce coup là. Ok Guy, bien cette fois-ci c'est passé complètement dans le bruit, donc tu es noyé à 58-59 dans le bruit, Hachi, mais QSA5 parfaitement. Donc c'est bien. Est-ce qu'il y a d'autres radioamateurs pour faire partie de ce QSO déconfiné, 5 AGQ? Occasionnellement, il y a F5 DBX, 73 à tous. Oui Francis, c'est bien, on t'entend bien. 5 DBX, il n'y a pas de problème. À toi le micro. Ah, c'est très bien. Bon, je vous souhaite à tous un bon après-midi, notamment à Guy, F4 API, puisque les autres, on s'est contactés à 13h30 pour le cours de télégraphie. Jean-François, je te remercie pour le schéma là, de la LIM. J'ai pas répondu à tes mails. J'avais un schéma dans le même style, à peu près. Voilà. Et pour ce qui est de la télégraphie, oui, je trafique. Je me mets aussi en mode aléatoire. J'ai essayé tous les réglages. Bon, plus ou moins, ça vient. Mais bon, c'est dur à rentrer quand même. Hein. Hachi, bon, et une fois qu'il y a tout mélangé, alors là, ça devient galère.
malgré que j'en fais le matin, j'en fais l'après-midi, j'en fais le soir, tu vois. Et c'est difficile, hein. Et pour manipuler, alors là, le A, le M, le N, à la rigueur le D, le 0, j'arrive, mais bon, c'est difficile quand même, hein. Parce que mon manip fabrication maison avec une pince à linge à scie, c'est pas super FB. Voilà, bon, j'ai été long, hein. Je repasse le micro, Pierre. 5 AGQ pour le QSO 5DBX. F4X. Vas-y, Jean-François. Ouais, F4X, j'avais fait une pause pour voir si tout le monde m'entendait bien, si c'est bon. Je vais reprendre là parce que j'ai peur d'être un peu long à chier, donc vous me couperez à 20 minutes. Hein. Je ne veux pas qu'on dépasse plus de 20 minutes parce qu'après ça risque de devenir rébarbatif. Donc après ce petit revue de l'informatique, il faut quand même pas oublier le Minitel, hein, 1981, ça a quand même été une sacrée révolution, vive-nous, cocorico. C'était en fait le précurseur de l'Internet. Alors l'Internet, ça vient du terme interneting, qui est l'interconnexion des réseaux. En fait, depuis les années 50, là, les ordinateurs se sont connectés entre eux et tout, et puis c'était un peu enfin, j'ai pas envie de dire le foutoir, mais chacun avait son truc dans son coin, et l'idée est apparue de relier tout ça, et ça a donné, en fait, naissance au web, qui est l'abréviation de World Wide Web, ou toile d'araignée mondiale, en fait. Et c'est ce que l'on connaît aujourd'hui dans une dimension décuplée depuis le temps. Alors, à partir de ce moment-là, le nombre des communications a forcément explosé, puisque tout le monde se connectait au web. À l'époque, rappelez-vous, hein, c'était les modems sur ligne analogique, sur ligne téléphonique. Alors, j'ai marqué 14 400 bits, mais je suis presque sûr qu'il y en avait des moins rapides. Et en 99, il y a eu vraiment une petite révolution qui est l'ADSL, Asymmetric Subscriber Line, ou en fait ligne numérique asymétrique d'abonnés. Asymétrique parce que le débit montant n'est pas le même que le débit descendant, et d'où le nom. Alors, c'est une révolution parce que l'ADSL permet de cohabiter avec la phonie. Rappelez-vous avant, hein, quand vous aviez le modem branché, personne ne téléphonait, personne ne rentrait, personne ne sortait par le téléphone. Et en plus, on payait des unités de temps comme une communication parole, ce qui fait que ça revenait relativement vite cher. Ce qui fait que l'ADSL a vraiment été un plus à partir de cette époque-là. Mais en plus, je dirais, gagner chèrement, plutôt intelligemment, parce que les lignes téléphoniques datent, alors les premières des années 30 et tout, le réseau a évolué, mais le réseau, ce sont des lignes sur lesquelles transitent des courants. En fait, les signaux transitent sous forme de courant et qui vont à des autocommutateurs, ou même des commutateurs, puisqu'à l'époque, il y avait des personnes qui faisaient les connexions entre les lignes. Et donc, tout ça a été conçu pour avoir une qualité de parole correcte et pour passer en gros 300 à 3400 Hz. Et rien d'autre. Donc la DSL doit aller au-delà de ces 3400 Hz. Mais au-delà, en fait, la ligne se comporte comme un filtre passe-passe, c'est-à-dire qu'elle laisse passer les fréquences de la bande passante et après elle coupe. Et elle peut couper très fort puisque la DSL, en fait, s'accommode de signaux atténués de 60 dB. 60 dB, c'est 1 million de fois des signaux atténués 1 million de fois. Donc extrêmement faible. Voilà pour la DSL, et donc c'est complètement numérique, ça c'est une sacrée cuisine. Parlant de téléphonie, l'évolution logique, ça a été de quitter le 620 pour la téléphonie sans fil. Pour le grand public, c'est plutôt 91. C'était un démarrage un peu timide parce qu'il y avait un coût déjà des terminaux et puis des connexions. Mais bon, la 2G, le GSM, et puis alors il y a eu tout un tas de standards, je les cite comme ça, GPRS, la 2.5G, les Edge, la 2.75G, UMTS, la 3G, HPS-PA, la 3G+, LTE, 3,9G, LTE avancé SUD, la 4G, que l'on connaît aujourd'hui.
c'est celle qui est le plus utilisée avec des débits confortables, et la prochaine, le LTE-B, qui est la 5G. Alors elle promet quand même des débits 100 fois plus importants que ce que l'on a, sur une bande de fréquence de 3,4 à 3,8 GHz, et pour plus tard 24,25 à 27,50. Alors ça n'engage que moi, mais plus on monte en fréquence et plus les fréquences pénètrent dans les tissus, et donc on commence, on pousse toujours la balle un peu plus loin, et on commence à ne pas savoir trop quelles seront les implications de ça. À tel titre que les Suisses, alors c'est le peuple suisse, c'est pas le gouvernement, le peuple suisse a poussé pour que la 5G ne soit pas installée sur leur territoire. Il faut savoir aussi que comme ce sont des fréquences assez élevées, on l'a porté, c'est vraiment en vue directe, et donc il faut augmenter le nombre de relais pour arriver à faire des liaisons correctes. En tout cas, personnellement, je vous conseille d'attendre quelques temps avant de vous précipiter sur un téléphone à 5G. Pour voir à quel point l'impact de ces technologies est important, en 2018, c'est le chiffre que j'ai trouvé, il y avait 4,2 milliards d'internautes, c'est-à-dire la moitié de la population mondiale est connectée à Internet, ce qui est déjà pas mal. Alors ce qui est plus surprenant, c'est qu'il y a 7,7 milliards, enfin il y en a un peu plus, 7,7 milliards d'abonnements mobiles, soit plus que la population mondiale, en gros 103 et quelques pourcents. Ça veut dire que le taux de pénétration est supérieur à 100%, alors pas tout à fait. Pour les pays en voie de développement, qui sont théoriquement moins fortunés et tout, le taux de pénétration est quand même égal à 98%. Et pour les pays développés, c'est 127%. Ça veut dire que certaines personnes ont 2 voire 3 abonnements simultanés. Donc c'est quand même effarant comme chiffre. Mais ça s'arrête pas là. On peut aller plus loin. En 82, nous avons vu l'apparition du disque compact. Capacité 650 mégaoctets, rapprochez-le du PC de 80, ça fait sourire. 95 le DVT, digital versatile disque, ou disque numérique polyvalent, 4,7 gigaoctets, donc ça commence enfin, la capacité augmente encore plus. Et en 2004, le Blu-ray. Blu-ray, en fait, vient du fait que le laser est utilisé dans le lecteur et sur une longueur d'onde de 405 nanomètres correspond au violet. Donc j'imagine que le violet ray, ça leur plaisait pas. Le bleu étant proche du violet, ça a dû donner ce nom de Blu-ray. Au passage, le principe de fonctionnement du compact disque ou des évolutions est assez simple. C'est un laser qui est réfléchi par le disque en rotation. Donc s'il n'y a rien, le rayon est réfléchi et il y a un capteur qui le reçoit parfaitement, il détecte un zéro. Et si on a fait un trou, une aspérité au bon endroit, bien entendu, le rayon est diffracté, et donc il y a une réflexion moindre et on détecte même. Donc sous principe, c'est des 1 et des 0, toujours pareil, on reviendra dessus, vous ne inquiétez pas. Pour rajouter une couche, 2005, la TNT, télévision numérique terrestre, donc elle s'est implantée jusqu'à faire disparaître l'analogique en 2011, pour des raisons toutes simples, c'est que les bandes de fréquences ont été libérées, puis bon, ça coûtait de l'énergie pour les émissions, qu'il n'y avait plus de lieu. Ce qui fait que out la télé analogique. En 2014, on a commencé à étendre la DAB, Digital Audio Broadcasting, c'est-à-dire radio numérique terrestre, l'équivalent de la TNT, mais pour la radio, donc la FM va à terme disparaître. La qualité d'émission, c'est du MP2, alors je pense que vous avez tous entendu parler du MP3, qui est un format de compression très fort ou très important, puisqu'en gros on arrive à comprimer la musique d'un facteur 10, mais ça se fait au prix d'une qualité légèrement dégradée. Sur une chaîne IFI, on entend la perte de qualité. Le MP2, pour ça, est de meilleure qualité, mais au prix d'une compression moindre, bien entendu. Donc bon, je prêche à des convaincus, vu l'introduction, vous avez tous dit oui, il est là. C'est clair que notre vie est de plus en plus conditionnée par le numérique. J'avais oublié l'appareil photo et la voiture. Je vous en
remercie. Qu'est-ce qu'il en est chez les radios amateurs, en fait? Alors, est-ce qu'ils ont été épargnés? Sûrement pas, mais je préfère le présenter. Est-ce qu'ils en ont profité? Et vous savez très bien que le radio amateur, quand même, est toujours un peu à la pointe de l'innovation. Et donc, s'il y a des progrès sur un domaine qui les intéresse, ils vont être là. Alors, pour parler de précurseurs, on peut citer le fameux code Morse que nous sommes en train de péniblement apprendre, 1832 quand même, qui est destiné à l'opérateur humain et pas à de la communication moderne, c'est pour ça qu'il n'est pas utilisé, mais à plus d'un titre, c'est vraiment un signal numérique. En fait, il y a 3 valeurs, le trait, le point et le silence. Et avec ça, on fait de la communication. C'est un code optimisé parce que les voyelles, enfin les lettres qui sont souvent utilisées ont des codes courts. Le E dit, le T da, le I dit, le A dida, N dadi et M dada. Le M, je pense qu'il est un peu utilisé dans les abréviations parce que c'est pas la lettre la plus utilisée, ni en français ni en anglais, mais il faut savoir que le code international regroupe tous les langages, donc peut-être que dans d'autres langues, le M apparaît plus souvent. Mais ceci dit, le code Morse reste quand même une exception pour son époque. Alors, comment a-t-on vu arriver le numérique chez les radioamateurs? C'est en premier lieu par les modes numériques. En fait, il y en a constamment un nouveau. Le RTTY est apparu dans les années 30. Après, je peux citer, je ne vais pas tous les citer, le paquet radio, le PSK, JT65, le fameux FT8 aujourd'hui, sans oublier l'aspect phonie numérique, puisque le D-Star 2002 et le DMR 2013 sont des standards bien implantés aujourd'hui. Mais ça ne s'arrête pas là. Et c'est un peu là, en introduction de la prochaine présentation. À partir des années 2000, la puissance des processeurs a été telle qu'il y a une nouvelle voie de prospection qui s'est ouverte, c'est le SDR, Software Defined Radio, c'est-à-dire une radio définie logiciellement. Ça veut dire quoi? C'est une radio que l'on programme en quelque sorte. Aujourd'hui, les fréquences, surtout la VHF et tout ça, sont trop importantes pour gérer ça directement. Donc les SDR ont un étage de transposition en fréquence intermédiaire et à partir de là, il n'y a plus d'électronique ou pas celle que l'on entend, plus d'électronique analogique. Il y a numérisation du signal et traitement numérique. Et tout est fait numériquement en fait. D'où le nom de défini logiciellement, puisque c'est le programme qui fait tout. À l'émission, il fait la modulation et à la réception, il fait la démodulation avec des traitements qui peuvent être très poussés. L'ultime aboutissement, c'est quoi? C'est un SDR branché à l'antenne, mais il faudra attendre quelques temps d'avoir des processeurs qui pédalent encore plus. Faut savoir qu'aujourd'hui, on est quand même arrivé un peu aux limites. La limite d'intégration, on est à l'échelle atomique. Les pistes sur les circuits intégrés sont tellement fines qu'on ne peut pas aller plus bas. C'est pour ça qu'on a des processeurs multicœurs, parce qu'on peut pas intégrer plus. Et on va... il y a un pas, alors qui vraisemblablement sera dépassé par l'ordinateur quantique. Les militaires en ont, ils ne veulent pas trop le dire, mais ils en ont. Google en a un. C'est vraiment une révolution parce qu'on est à plusieurs ordres de grandeur des puissances actuelles connues, avec des gros problèmes derrière de secret de craquage des codes secrets. En fait, le chiffrement de l'information aujourd'hui repose sur le fait que pour essayer systématiquement toutes les combinaisons, il faut des années, voire des siècles. Et avec ces ordinateurs-là, ça va être ramené à des secondes, des minutes. Et donc, le problème va vite se poser. Il faudra revoir toutes nos méthodes de chiffrement. Et c'est grave parce qu'il y a la sécurité des banques. Enfin, il y a beaucoup de choses qui reposent là-dessus.
Donc voilà, l'introduction est un peu longue, mais je pensais que ça valait la peine. Je voudrais faire un petit rappel parce que ça nous servira par la suite. Alors vous avez compris que l'exposé sera sur 2 fois parce que j'ai un peu... plus j'ai cherché et plus j'ai trouvé des choses et finalement ça m'est plus difficile de faire un exposé de ce type-là que d'un exposé à mes étudiants parce que j'ai pas les mêmes bases et donc il faut que je rappelle les bases. Alors je voudrais parler de la représentation des nombres. Tout le monde connaît le système décimal puisque c'est celui que l'on utilise. Mais ça vaut la peine de s'y attarder pour faire un parallèle après avec ce qu'utilisent les ordinateurs. Donc si je compte mes doigts, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, j'ai 10 doigts. Et intuitivement, on s'en est un peu servi pour compter tout cela et on a adopté le système décimal, dit base de 10, qui est celui que l'on utilise, mais qui est lié vraiment à ces 10 doigts. Et si je compte, j'ai compté quelque chose, 1, 2, 3, 4, 5, quand j'arrive à 10 et j'ai plus de doigts, je vais faire une retenue et je vais recompter, je vais poursuivre le comptage sur mes doigts. Et donc, en fait, la retenue, ça correspond aux dizaines. Sauf qu'au bout d'un moment, quand j'aurai compté plein de dizaines, j'en aurai trop. Et donc, il faudra que je fasse une retenue. Je ferai une retenue sur les dizaines qui sera celle des centaines. Donc, ça, c'est une évidence. Je ne pense pas vous voir ébahi à dire ça, mais c'est important. Donc en gros, je peux résumer ça en disant que les unités, c'est 1, les dizaines c'est 10, les centaines c'est 100, les milliers 1000, les dizaines de milliers 10 000, ainsi de suite. Au passage, je peux aussi associer ça à des puissances. Alors c'est intéressant pour la suite. Les unités c'est 10 puissance 0, la valeur de la base 10, puissance 0, c'est 1. Ça c'est un peu un axiome. Les dizaines c'est 10 puissance 1, donc c'est 10. C'est 10. Les centaines, c'est 10 puissance 2, donc c'est 10 fois 10. Ça fait ça. Les milliers, c'est 10 puissance 3, 10 fois 10 fois 10, 1000, et ainsi de suite. Au niveau de l'écriture, le nombre, alors j'ai pris un nombre un peu tordu, 2729, je peux dire que c'est 2 fois 1000, plus 7 fois 100, plus 2 fois 10, plus 9 fois 1. Donc l'écriture que l'on a, naturelle, 2, 7, 2, 9, c'est 2 fois à la position des milliers, 7 à la position des centaines, 2 à la position des dizaines, et 9 à la position des unités. Bon, rien de bien nouveau. On va passer au système binaire. Pourquoi binaire? Parce que c'est ce qu'utilisent les ordinateurs et donc c'est incontournable. Alors c'est pas très intuitif pour nous, mais en fait c'est plus simple puisqu'il n'y a que 2 valeurs. Il suffit de compter sur 2 doigts. Bon, vous ne les coupez pas, ça pourra vous servir à autre chose. Donc on va imaginer que l'on a 2 doigts. Donc je compte 1, 2, plus de doigts. Donc je retiens 1 pour l'équivalent des dizaines. Alors c'est là, ça va être 2 puissance 1. Et je continue. 1, 2, j'ai plus de doigts, donc je refais une retenue. Mais déjà j'en avais une. Donc il faut que je fasse une retenue pour 2 puissance 2, l'équivalent des centaines d'elles. Et donc on revient à quelque chose qui est complètement parallèle à ça, c'est-à-dire que mon nombre binaire, le plus à droite c'est les unités, alors je vais l'appeler plutôt 2 puissance 0, celui qui a le poids de 2 puissance 0, celui à côté c'est 2 puissance 1, 2, à côté 2 puissance 2, 4, à côté 2 puissance 2, 2 puissance 3, 8 et ainsi de suite. Donc si je prends un chiffre plus simple, je vais prendre 13, je peux écrire que 13 c'est 8 plus 4 plus 1. En fait, j'ai décomposé en puissance de 2. 1 c'est 2 puissance 0, 4 c'est 2 puissance de 2 et 8 c'est 2 puissance 3. Donc j'écris mon chiffre 13 avec une fois 2 puissance 3 plus une fois 2 puissance 2 plus 0 fois 2 puissance 1 plus une fois 2 puissance 0. Donc en binaire, mon chiffre 13, ça va s'écrire 1, 1, 0, 1. Un ordinateur en fait manipule ces grandeurs. 0, c'est 0 volts généralement, et 1 plus la tension de la ligne. Alors j'ai pas mis de tension, jusqu'à un certain temps c'était du TTL, c'était plus 5 volts, et avec l'augmentation de la puissance et la vitesse surtout, la puissance dissipée augmentée, et donc pour réduire ça, ils ont diminué
rétention d'halium qui fait qu'il y a moins d'énergie à dissiper. Donc ça va être 3 volts, ou au moins maintenant je crois qu'on est à 2,10 ou quelque chose comme ça sur certaines machines. Ces valeurs binaires, on les appelle binary units, c'est-à-dire unités binaires qui sont abrégées en bits. Donc quand on vous parle d'un bit, c'est BIT, c'est une valeur binaire 0 ou 1. Ces bits, alors ça c'est pas très commode à représenter, ils transitent par des fils et on les regroupe par 8. Et on parle en français d'octet ou en anglais de byte, B-Y-T-E. Donc ne pas confondre le byte avec le bit, puisque un byte fait 8 bits. Et les processeurs, selon leur puissance, alors il y a eu des processeurs, il existe encore des processeurs à 4, ou 4 peut-être pas, à 8 bits sur des montages très particuliers qu'on appelle one chip, c'est-à-dire des processeurs à très faible coût pour des... je sais pas, j'ai en tête des jouets par exemple ou autres où on n'a pas besoin de beaucoup de puissance de calcul et donc on met des processeurs relativement adaptés à la tâche qu'on veut leur faire faire. Par contre, on a plutôt maintenant des ordinateurs 16, 32 voire 64 bits. Ne pas confondre avec, mais je pense que c'est lié quand même avec les 64 bits de Windows. Je pense que ce qui marche à 64 bits, il a besoin d'un processeur qui le soit aussi, mais les deux ne sont pas complètement liés. Un 32 bits peut tourner sur un processeur, enfin un système d'exploitation 32 bits peut tourner sur un processeur 64 bits, voire alors, vient le problème de la représentation que je vais rappeler rapidement. Si j'ai un bit, c'est 0, 1, c'est pas compliqué. 2 bits, c'est 0, 1, 1, 0, 1, 1. Donc 0, 1, 2, 3. 3 bits, je vais aller de 0 à 7, 4 bits de 0 à 15, 5 de 0 à 31, 6 de 0 à 63, 7 de 0 à 127, et ainsi de suite. Si j'ai 16 bits, souvent on utilise pour la représentation des nombres 16 bits, ça fait 61 536 valeurs. Alors j'ai parlé que des entiers, je n'ai pas trop le temps de m'attarder sur les réels ou autres, mais bon, c'est relativement parallèle. Alors, au passage, il y avait quelque chose qui m'agace un petit peu, donc je le cite. En 98, le kilo-octet en fait était en puissance de 2, donc un kilo-octet c'était 2 puissance 10 valeurs, c'est-à-dire 1024 valeurs. Logique, puisqu'on était dans un système basé. Et ça n'a pas plu à certains, alors je ne sais pas trop quelles sont les motivations profondes, mais je trouve que c'est une hérésie. On a dit que le kilo c'était 1001. Et donc on a des kilo-octets de 1000 au lieu d'avoir des kilo-octets de 1024. Existe donc l'appellation kilo-octet qui est réservée aujourd'hui à 1000 et on est apparu le kilo-octet binaire KIO qui lui fait vraiment 1024 octets. Et c'est le seul à mon sens qui ait du sens parce que c'est une hérésie de vouloir rajouter, prendre des notions de la base 10 pour les mettre dans la base 2. Maintenant, c'est comme ça, on fera avec. Si je prends un disque dur de 2 gigaoctets binaires, ça fait de puissance 30 2147, ça va faire 2015 gigaoctets avec cette norme de 1000 pour 1 kilo, c'est-à-dire 7% de plus, pas pour la capacité, mais juste pour la valeur annoncée. Donc, vous avez une doc, vous l'envoyez ou vous la retrouverez sur le site. Le kilo-octet KIO de puissance 10, de puissance 10, le mégabio-octet de puissance 20 et le gigabi-octet de puissance 30, ceux qui ont été remplacés par le kilo-octet 10 puissance 3, le mégaoctet 10 puissance 6 et le gigaoctet 10 puissance 3. Mais je me répète, étant dans un domaine de binaire, c'est pas très logique. Alors je vais finir avec la représentation hexadécimale.
Je vais prendre un nombre, 2729 que j'ai cité tout à l'heure. Alors je vais le redécomposer en binaire. 2048 plus 512 plus 128 plus 32 plus 8 plus 1 me donne 2729. Donc j'ai décomposé en puissance de 2 décroissante. Le 2048 c'est 2 puissance 11 et 2 puissance 12 c'est 4096 qui est supérieur à 2729, donc il ne rentre pas. Ma valeur, ceci dit, ma valeur binaire, c'est 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1. Je suis sûr que vous avez oublié les premières valeurs qui, au passage, s'appellent les poids forts. Donc, bon, vous serez d'accord avec moi pour dire que c'est vraiment pas commode à manipuler. Pour transmettre un nombre comme ça oralement ou écrire, c'est vraiment très fastidieux. Donc, des personnes ont pensé regrouper les bits 4 à 4. Ce qui fait qu'on va parler, enfin, on va représenter ces groupes de 4 bits. Alors le premier, c'est pas compliqué, 0, 0, 0, c'est 0, je vais lui donner la valeur 0. 0, 0, 0, 1, c'est 1, je lui donne la valeur 1. 0, 0, 1, 0, c'est 2, je lui donne la valeur 2. Jusqu'à 1, 0, 0, 1, qui est 9. Et après, j'ai 1, 0, 1, 0, et j'ai plus de chiffres. Donc je ne sais pas trop comment faire. Qu'à cela de tienne, on va prendre des lettres. Et donc le 1, 0, 1, 0 va être A, le suivant B, C, D, E, F. F qui correspond à 1, 1, 1, 1. Et voilà ma notation hexadécimale. En fait, je suis passé en base 16. Se comporte comme j'ai fait tout à l'heure, hein. C'est exactement le même comportement, mais je préférais montrer la base 2 qui est celle qui est en natif sur les ordinateurs. J'ai cette base hexadécimale qui me permet de représenter mes valeurs plus facilement, puisque le 2729 ça va correspondre à 1 à 9. Alors on écrit généralement 1 à 9H pour dire que c'est de l'hexadécimal, ou 0X 1 à 9, là aussi pour dire que c'est de l'hexadécimal. Donc l'intérêt de l'hexadécimal par rapport au décimal, c'est qu'il y a une correspondance directe. Quand j'ai la valeur hexadécimale, je peux donner la valeur binaire directement et inversement. Donc voilà pour les rapports, les rappels ou les notions nécessaires. Je vais très rapidement finir mon exposé d'aujourd'hui, mais en vous parlant un peu de minéralisation du signal, sinon je suis sûr que vous allez m'en vouloir. Donc ce que l'on veut faire, c'est manipuler un signal analogique sur un ordinateur. Ok. Ça paraît une bonne idée puisque les ordinateurs étant de plus en plus puissants, c'est bien content. On a vu qu'il y avait aussi la facilité de programmation, on y reviendra, mais tout en fait vite pour ça. Le signal, si je prends un signal quelconque, le signal de la parole par exemple, ce que je suis en train de dire maintenant, en fait on peut dire qu'il est continu dans le temps, c'est-à-dire que c'est une valeur qui évolue dans le temps, mais je peux prendre autant de valeurs que je veux et je peux resserrer les valeurs de ce signal autant que je veux. Donc je vais avoir un problème de volume d'information, c'est-à-dire que si je prends, alors j'ai pris un exemple, alors je prendrai l'exemple tout à l'heure, mais si je resserre trop mes espaces où je regarde le signal, je vais avoir beaucoup d'informations. Après, ce signal parole, c'est une pression de l'air qui va aller sur la coquille du micro, qui va convertir cette pression acoustique en une tension. Et donc c'est une tension analogique, alors qui va être compris entre plus ou moins quelques volts, on va dire plus ou moins 1 volt, mais là aussi, je peux avoir une précision extraordinaire. Alors est-ce que je le chiffre en demi-volt, en centième de volt, en microvolt, en nanovolt, je peux avoir une écriture du nombre de virgules, du nombre de chiffres après la virgule extrêmement grande qui va me prendre beaucoup de place. Alors pour se rendre compte de ça, je vais prendre un exemple.
Si j'ai une plage de variation de 1 volt, par exemple, je travaille entre 0 et 1 volt et que j'utilise 4 bits, dans mon espace, ça me fait 4 bits, c'est 16 valeurs. Dans ma tension, ma variation de 0 à 1 volt, je peux la découper en 16. Ça va faire, non, je me suis tenté, ça va faire un 16e de bits, donc ça doit faire du 0,05, quelque chose comme ça. Par contre, si j'utilise 16 bits, ben là je vais avoir le découpage de ma plage 0,1 volt par 1,5 microvolts. Donc là j'ai une précision extrême. Mais voyez que le volume d'information change. Entre 4 bits et 16, je multiplie par 4 le volume d'information. Donc c'est pas anodin. Même chose, je me place avec un échantillonnage sur 16 bits parce que c'est la qualité CD. Et si j'échantillonne toutes les secondes, ben, je vais avoir 16 bits, 2 octets, donc 2 octets par seconde. Mais si j'échantillonne toutes les microsecondes, à ce moment-là, je vais avoir pratiquement 2 gigaoctets par seconde de volume à stocker. Donc ça change du tout autre. Au passage, il y a un illuminé, qui a vu dans kilooctet le mot kilo et qui a parlé de poids. Pour moi, un bit, c'est un 0 ou un nombre, il n'a pas de masse et donc il n'y a pas lieu de parler de poids. Je sais que je suis à contre-courant, mais jamais je ne citerai le mot « ce fichier est trop », non, il est trop volumineux, point barre. Donc je me suis ramené à la raison en disant que je ne peux pas stocker une infinité de valeurs dans le temps, comme je ne peux pas avoir une précision infinie, ce que j'avais avec mon signal analogique. Et donc la numérisation amène une idée nouvelle qui est de dire je vais me contenter de connaître le signal à certains instants et avec une précision finie qui me suffit, quitte à donner les limites de validité de cette approche. Et pour terminer mon exposé d'aujourd'hui, nous prendrons, je vous rassure, je prendrai la suite la prochaine fois. Numériser un signal, oui, mais il y a une condition expresse, c'est que l'information dans le signal numérique soit la même que le signal analogique. Si je dois prendre mon signal analogique, le transformer en quelque chose qui n'a rien à voir, ça ne présente aucun intérêt. Donc pour que je puisse traiter mon signal, il faudra que le signal numérique contienne les mêmes informations que le signal analogique. Je vous remercie pour votre attention et je retourne la parole au capitaine Safin Cagétil et à Capriel.